Salut tout le monde, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de PLB Club. Comme d'habitude, on va faire des allers-retours entre l'Angleterre et l'Allemagne, entre la Bundesliga et la Première Ligue. On va parler bien sûr de ce qui s'est passé ce week-end, le week-end dernier, et on va aborder également ce qui pourrait se passer le week-end prochain. Salut Serge. Salut Philippe. Salut Philippe. Salut Philippe. Vous allez bien? Très bien. Oui, très bien. On est parti en principe pour 3 quarts d'heure d'émission, sauf si vous avez beaucoup de choses à dire intéressantes, ce qui est souvent le cas. C'est pour ça qu'on déborde parfois un petit peu. Allez, on commence comme d'habitude avec un regard sur la prestation des Belges en Allemagne et en Angleterre. Et on commence par les temps de jeu des Belges en Allemagne. Il n'y a pas de buteur, pas de donneur d'assist cette semaine en Allemagne. Bon, les titulaires, c'est à peu près toujours les mêmes. Batshuayi a joué 21 minutes, les amis. C'est rare, ça. Ouais, c'est pas encore terrible quand même. Il y a surtout Sambi Lokonga qui devient régulier. Ça, c'est sûr, du côté de Hambourg. Même si les résultats ne sont pas là, lui, il commence à progresser. Puis, petite déception quand même, Kambangula à Brême, où ça se passe un peu moins bien que ça se passait au début de la saison. Ouais, et puis, malheureusement, Duranville et Deman, toujours blessés, des blessures de longue durée, donc c'est un petit peu dommage. Serge ? Le Belge le plus performant n'est pas dans ce tableau puisque c'est Vincent Kompany. Il faut quand même le souligner, avec 15 victoires consécutives le week-end. Quand même. 16 victoires avec la victoire hier au PSG. En plus, il n'a même pas une touche de balle dans le rectangle. N'empêche qu'il est en train de faire quelque chose d'assez extraordinaire. C'est extraordinaire, exceptionnel ce qu'il fait. Vincent Kompany, ça fait pas mal de temps qu'on le dit. Bien entendu, on s'intéresse à Amin Al-Dakil. Il est resté sur le banc de Stuttgart. C'était à Leipzig ce week-end. On en avait parlé la semaine dernière. On avait voulu l'avoir peut-être dans cette émission. Il nous avait dit que c'était compliqué parce qu'il avait un match de Bundesliga et puis aussi un match de Coupe d'Allemagne. Bon, il n'est pas toujours titulaire, c'est vrai. La semaine passée, il n'était pas titulaire et cette fois-ci non plus. Cette semaine, eh bien, il avait plus de temps, donc il nous a accordé quelques instants. Première question qu'on a posée à Amin, après cette longue blessure qu'il a écartée des terrains pendant 20 mois à peu près, comment vas-tu, tout simplement? Je suis à 100% de retour. Je me sens vraiment bien. Bien sûr, mentalement, c'était pas facile. C'était vraiment difficile parce que, comme joueur de foot, tu veux toujours être sur le terrain et d'avoir pas été sur le terrain pendant 20 mois, ça fait quelque chose. Mais j'avais des personnes autour de moi, ma famille, mes amis, et ils m'ont aidé. Et donc, ça m'a fait vraiment du bien et ils m'ont toujours poussé et m'ont donné de la force pour revenir. Et je suis content que je suis ici maintenant. Pas de blessure, rien du tout, donc content. 20 mois de galère, blessure à la cuisse, opération, rechute, ça a été quand même extrêmement compliqué. En plus, Serge, dans un nouveau club, puisqu'il était arrivé de Burnley, c'était pas simple pour lui. Oui, on ne peut pas dire qu'il ait eu beaucoup de chance dans sa carrière. Si on regarde son parcours, il n'a jamais vraiment pu jouer une saison entière dans un club. Depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis quasiment ses débuts. C'était du côté du Standard, et puis son passage par Saint-Tron, puis par Burnley, et puis aujourd'hui par Stuttgart. Donc effectivement, on espère pour lui que ce sera maintenant une période plus faste, où il peut revenir dans le rythme et essayer d'aller grappiller du temps de jeu. Il avait fait son retour à la compétition contre Cologne fin septembre avec un geste défensif vraiment à la fin du match qui avait permis à son équipe de gagner alors qu'il était réserviste au départ. Première titularisation, c'était fin octobre contre Mayence, victoire 2-1. Et dans ce match-là, il avait joué côté gauche dans un système de défense à 3. C'est un défenseur, on le sait, qui est polyvalent. Alors, défense à 3, défense à 4, quelle est sa préférence, à gauche ou à droite aussi? Écoutez-le. Je préfère de jouer à gauche parce que comme ça, je peux aussi rentrer avec mon pied droit et mettre un long ballon ou casser les lignes, tu vois. Mais pour moi, si on joue à 4 ou à 3, n'importe, parce que j'ai joué tous les deux systèmes, je vais dire. À Saint-Tron, on jouait toujours à 3. En Angleterre aussi, beaucoup à 3 quand tu es en première ligue. Donc, c'est la même chose pour moi. Du moment qu'il joue
Évidemment, quand on est jeune, qu'on revient de blessure, forcément, oui, Phil. C'est vrai qu'on l'avait vu à Burnley jouer à droite, c'était Vincent Kompany à l'époque qui l'avait lancé. Ça s'était bien passé pendant quelques semaines, et puis il a de nouveau eu des soucis de blessure. Et puis les résultats de Burnley n'ont pas aidé, évidemment, parce que défensivement, c'était quand même très problématique à l'époque. Ça aussi, c'est difficile à contrecarrer quand on est en train de progresser. C'est que si l'équipe ne tourne pas et qu'on est défenseur, on est le premier visé, forcément. C'est vrai. Bon, ben voilà, on l'a dit, il est polyvalent quand même. Alors je dirais, parfois on dit que quand on est polyvalent, on est mis à toutes les sauces, c'est pas forcément un avantage. Mais je pense que quand on est défenseur, c'est différent que quand on est attaquant. Un défenseur qui peut jouer dans plusieurs systèmes à différents postes, c'est utile. Oh, ça c'est clair, hein. Surtout que voilà, s'il peut jouer latéral ou bien central, ça donne quand même beaucoup plus de possibilités, effectivement, d'avoir du temps de jeu. Il y a eu ce retour prometteur, et puis donc il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Déception ou pas? Écoutez sa réponse. Tu as goûté de rejouer, tu vois, de rejouer 90 minutes. Et pour moi, je vais pas dire que je dois jouer tous les matchs maintenant, 90 minutes. Non, non, ça c'est un peu pas logique. Euh, mais juste d'avoir quelques minutes, tu vois, ça manque, bien sûr, parce que j'ai goûté d'être dans le stade, sur le terrain encore une fois. Et ouais, mais bon, ça va arriver, je vais dire. Donc, C'est peut-être pour un peu te ménager, hein, ménager ton corps. Tu as été blessé longtemps. je pense pas que c'est nécessaire parce que je me sens à 100%. J'ai joué des matchs amicaux. J'ai fait aussi des matchs avec les U21. Donc, je me sens prêt. Même à l'entraînement, je me sens prêt. Plus rien. Donc, ouais, dans le gym, je fais mes exercices. Donc, je suis à 100%. Donc, ils ne doivent pas faire gaffe. Le coach ne doit pas faire gaffe, il faut qu'il joue, il doit le faire jouer. Ben, tout le monde veut ça, évidemment. Ben, c'est normal aussi, d'une certaine manière, d'être prudent quand on revient de blessure comme ça, pour éviter une rechute. Et puis, il joue aussi dans une équipe qui tient la route, hein, donc où il y a de la concurrence, c'est pas simple. On ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est vrai que quand on revient de blessure, c'est difficile de s'imposer dans un effectif qui tourne bien. Bon, après, il y aura beaucoup de matchs. Hein. Il y a la Coupe d'Europe, il y a la Pokal, il y a le championnat, donc il y aura bien un moment où il pourra s'exprimer enfin sur un terrain. On l'espère. L'équipe nationale, on en parle évidemment, tout le monde en parle, tous les joueurs belges. En tout cas, les meilleurs espèrent être sélectionnés. Il a 6 sélections. La dernière sélection, c'était sa dernière sélection, le 17 novembre 2024 contre Israël. Ça fait presque un an. Et il y a évidemment une sélection qui va tomber vendredi pour les matchs des Diables au Kazakhstan et contre le Liechtenstein. Alors, est-ce qu'il y pense? Écoutez-le. Bien sûr, je vais jouer pour la Belgique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est normal. Mais si je suis pas dedans, je vais pas dire, ah, tu vois, je vais pas. C'est pas une catastrophe. Voilà, c'est ça. Le temps, il va encore arriver. Le plus important, c'est de rester fit, de jouer avec mon club Stuttgart, de me focus sur ça. Et après, l'équipe nationale, ça va venir tout seul. Mais ton objectif principal, comme tous les joueurs, c'est la Coupe du Monde quand même, hein. Parce qu'il y a le rassemblement maintenant, mais surtout Ouais, la Coupe du Monde, parce qu'on va y aller évidemment à la Coupe du Monde. ça c'est sûr. Ça c'est sûr, bien sûr qu'on va y aller. Euh, Bien sûr, je rêve de ça parce que ça va être ma première Coupe du Monde. Euh, donc, de toute façon, moi, je vais tout donner pour y être. Euh, donc, c'est pour ça que je dois être concentré sur mon job maintenant à Stuttgart. Euh, Rester fit, ça, c'est le plus important. Euh, et après, comme je t'ai dit, ça va arriver et on va y aller. Oui, on va y aller. Enfin, peut-être pas nous, mais la Belgique va y aller, évidemment. Bon, il a une belle carte à jouer. Quand même, on sait qu'on n'est pas très riche, hein, dans ce domaine-là, en défense centrale du côté des Belges. Il y a Théâtre, évidemment, qui est titulaire avec Francfort. De Bast s'est blessé, de Winter, Mekele. Bon, et on en revient à la polyvalence sur un tournoi qu'on espère le plus long possible. Ouais, il va avoir besoin de quelques matchs pour montrer se montrer dans l'aspect jeu pendant 90 minutes, par exemple. Mais je pense qu'effectivement, un joueur polyvalent comme ça, avec une petite crise de défenseur pour cause de blessure, on verra comment ce sera au moment de la sélection. Il a ses chances, oui, certainement. Voilà, on remercie en tout cas Amine pour nous avoir accordé cette petite interview cette semaine. Ça faisait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Vous avez vu, il a
le sourire. La banane. Il a la banane, comme on dit. Hein. Quand on a ça c'est révélateur. Il est très sympa, il est vraiment très, très sympa. Qui est bien dans sa peau et très sympa. Merci à lui. Allez, on passe maintenant au temps de jeu des Belges en Angleterre. Et là, qu'est-ce qu'on va retenir? Il y a un petit assist quand même. Oui. En Angleterre, c'est... Leandro. Comme d'habitude. Presque. Hein. Presque. Mais il a encore donné un assist en Ligue des Champions hier. C'est vrai. Face à Prague. Ça confirme ce qu'on avait dit à la dernière émission, hein, qu'il s'est vraiment installé dans cette équipe d'Arsenal, que Arteta lui fait confiance et qu'il fait partie de cet équilibre incroyable, offensif-défensif, d'une équipe qui est très performante pour le moment. On peut noter aussi quand même le bon retour de Nana qui joue, qui confirme, avec des résultats d'Aston Villa qui sont quand même globalement bien meilleurs que dans le début de saison. Et puis Senne Lammens, mais on va parler, qui évidemment s'impose maintenant comme titulaire à Manchester. Exact. À propos d'Aston Villa, vous parliez de Onana. Tielemans, toujours absent, mais... Sur le retour. Sur le retour. Hein. Je pense qu'il a repris l'entraînement, c'est ça? Oui, effectivement. Okay, donc, il sera sans doute de retour bientôt. Sur le banc ce week-end, sans doute. Hein. Voilà, ça c'est quand même une bonne chose aussi pour lui. Ou peut-être en Europa League aussi. Qui sait. Vous parliez de Senne Lammens, effectivement, on va en parler. À nouveau présent dans le but de Manchester United, c'était à Nottingham, face à Sels. Donc on avait quand même 2 gardiens sur le même terrain de première. Je pense que c'est déjà arrivé, hein. Courtois, Mignolet, oui, sans doute, quelque chose comme ça. Mais enfin, bon, c'était quand même intéressant. La question que je vous pose, déclencheur du renouveau à Old Trafford, Senne Lammens, parce que 4 matchs, 4 victoires. Oui. Non. Il y a un partage sur le dernier match. Partage sur les matchs. Oui, tout à fait. 10 sur 12. Ouais, c'est pas mal. 3 victoires, un partage. Ils ont retrouvé le sourire. On se souvient que l'année passée, l'autre Onana était souvent critiqué pour des bévues. Je trouvais en Angleterre qu'on était souvent très injuste avec lui, parce que c'était toute la défense qui pêchait un peu généralement. Il a fait quand même quelques Non, il a fait des gaffes. mais il y a des moments où, quand on le donne de très mauvaises passes en retrait, il faut incriminer les défenseurs aussi. Mais en Angleterre, il y a une tradition de ne pas trop aimer les gardiens de but, je pense. Et je crois que là, il a séduit à la fois le public, les responsables du club, mais aussi il a donné confiance à cette défense, j'ai l'impression. Bayindir peut aller se rhabiller, Serge? Oui, je pense. Oui. Alors, le déclencheur, c'est peut-être un peu exagéré. Hein. Je crois que c'est toute l'équipe qui a enfin réagi. Effectivement, ils ont été gagnés à Liverpool. Quand on est le gardien d'une équipe qui va gagner à Liverpool pour Manchester United, ça change un petit peu la donne. Mais voilà, il prend quand même 5 buts sur les 3 derniers matchs. Donc, tout n'est pas parfait, mais comme les résultats sont là, je pense que c'est très positif. Nuancer quand même le dernier résultat, parce que faire un match nul à Nottingham, ils ont été en grosse difficulté. Oui, c'est positif quand même, parce qu'il y a un moment... Ils n'ont pas perdu, ils sont revenus sur la fin du match, ils ont été menés, et il y a quand même du mieux par rapport à tout ce qu'on a vu. 4 matchs sans défaite, ce n'était pas arrivé avec Amorim. À titre personnel, une sortie manquée, c'est vrai, lors de son premier match qui n'a pas prêté à conséquence. Le coup franc de Welbeck face à Brighton, là, je pense qu'il est fautif. Mais enfin, c'est vrai que pour le reste, il a fait son job pour quelqu'un qui découvre la Première Ligue, qui découvre Manchester United. Et les analyses sont très positives, les réactions de ses équipiers aussi. Apparemment, il donne confiance à toute l'équipe, donc c'est pas encore parfait, mais c'est quand même un excellent début dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Exactement, dans un club qui était en crise, qu'il est un petit peu moins maintenant. Et alors, il s'est fait adopter immédiatement par les supporters. Notre ami Senne Lammens. Écoutez tout simplement ce qu'il pense justement de ce rapport immédiat avec les supporters de United. The support was insane. Yeah, it was crazy. The moment I came out for warming ups, was already a lot of support from the supporters. So you can feel them standing behind you straight away. Then during the game as well, I did a couple of good things, and you can feel directly the fans jumping on you. And could you feel that? Yeah, of course. It's a nice feeling, and it just gives you a feeling that you're doing well. Have you heard some of their chants towards you? During the game, not really, because I don't really listen too much to it. But yeah, of course, I've seen it after the game. The one in particular of Schmeichel in disguise. I think it's not a bad thing to hear, to be honest. But yeah, I'm just trying to stay calm, and I still have a lot of things to show them to be in the same conversation as him, I think. Are you Schmeichel in disguise? No, I'm not. I'm just Senne Lammens trying to help the team. But yeah, like I said, it's an amazing compliment to get. Être comparé
Peter Schmeichel, qui est quand même une légende du foot danois, mais anglais aussi. Ouais, et vous avez vu le décor, hein, quand on joue dans un club avec autant de titres, c'est extraordinaire déjà. C'est génial. C'est pas un peu mettre quand même la pression sur le gardien aussi, ça? Oui, mais il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, donc je pense que ça se passe bien. Et je pense qu'il est beaucoup plus rassurant que Bayindir. Bon, Nana n'est plus au club, mais je pense que c'est la solution pour cette saison à Manchester United. Alors, si les supporters l'ont adopté tout de suite, avant même qu'il n'arrête un ballon, vous savez pourquoi c'est? Parce que c'était un fan depuis toujours. Ben oui, on va voir une photo de lui lorsqu'il était gamin. Senne Lamens, regardez ça. Est-ce qu'il n'était pas mignon? Je ne dis pas qu'il n'est pas mignon aujourd'hui, il me voit un peu grandi, mais c'est sympa ça. Et les supporters ont réagi immédiatement là-dessus. Il est moins blond aussi. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, si vous êtes gamin et que vous voulez jouer à Manchester United, au Real, à Barcelone. Prenez vite une photo avec un maillot. Prenez vite une photo avec... On ressortira dans 15 ans, 20 ans. On fait des photos avec tous les clubs. Ça peut toujours servir. Mais moi, j'avais plein de maillots, mais à cette époque-là, ça fonctionnait pas. Allez, encore un petit mot sur Lamens, parce que forcément, il y a beaucoup de médias qui sont intéressés à lui, et notamment la presse néerlandophone récemment dans notre pays. Il s'exprime par rapport à ce qu'il a le plus surpris sur les terrains anglais en tant que gardien de but. Et on n'est pas surpris, nous, parce que ce dont il parle, ce sont les phases arrêtées dans le petit rectangle, où là, c'est la guerre. C'est ce qu'il dit. Oui, on le sait, quand on regarde un match de Première Ligue, ça se voit. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gardiens qui ont débarqué en Première Ligue, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a intérêt à s'imposer. Si on ne s'impose pas, on ne dure pas. Je pense que les gardiens sont plus protégés en Angleterre maintenant depuis quelques saisons. Donc je pense que c'est clair et net, et lui, il l'a vécu directement. Ok, donc United qui joue à Tottenham ce week-end. Ce ne sera pas facile, même si Tottenham à domicile, c'est extrêmement compliqué. C'est même catastrophique. Ils ont perdu face à Chelsea il y a quelques jours. Voilà, 4 points sur... Ils ont gagné en Ligue des Champions quand même. Ouais, mais 4 points sur 15 à domicile pour Tottenham, mais on en a parlé la semaine passée, c'est vraiment étonnant. Allez, voilà pour les Belges. Maintenant, on passe aux affiches du week-end prochain. Et tout d'abord, donc les affiches en Angleterre avec ce match entre Sunderland et Arsenal. Qui aurait pensé que ce match allait être une véritable affiche? Pas grand monde. Et la question, les Gunners sont-ils en danger là-bas, à Sunderland? Ça, c'est peut-être aller un peu loin quand même. Je pense pas, non, parce qu'ils sont sur un petit nuage pour l'instant. Donc Sunderland, on l'a vu, le match. Je ne sais pas si vous avez vu le match lundi. C'est une équipe qui a beaucoup de bonne volonté, qui, je trouve, continue à pratiquer un football qui est plutôt de l'ordre de la Championship, avec beaucoup d'intensité, etc. Mais ils ont énormément de tirs au but, et énormément de fois, ils ont été contrés, ou ils n'ont pas fait le bon choix au moment du tir. Ils égalisent, ils auraient même mérité de gagner, je pense, à la fin de la rencontre, parce qu'Everton avait un peu disparu. Mais Arsenal, c'est un autre niveau. Et si on ne met pas un peu plus de tirs cadrés sur un match, quand on a autant de possibilités de frapper, ça devient compliqué. Arsenal n'a toujours pas encaissé le moindre but en Ligue des Champions, donc je ne pense pas que Sunderland soit vraiment une équipe capable de les faire douter. Maintenant, leur surnom, c'est les Black Cats. Donc, oui. Alors, ils devraient gagner tous les week-ends. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils sont 4e. Quand j'ai posé la question, Serge a fait non. Attention, ça peut être un match piège, parce qu'ils n'ont pas encore perdu à domicile. Il y aura de l'ambiance au Stadium of Light. Ils ont quand même été gagnés à Chelsea. Oui. C'est un déplacement compliqué. Voilà, ça va être la guerre sur le terrain, mais je compare quand même ce match au déplacement d'Arsenal à Burnley il y a quelques jours. C'est un peu le même contexte, avec une équipe promue qui fait des bons résultats en début de saison, qui joue avec un système quand même assez similaire, avec une ligne souvent de 5 défenseurs. Voilà, une équipe qui met de l'intensité, qui fait beaucoup d'efforts. Il y a même 2 joueurs de Sunderland, il y a Xhaka et je crois que c'est Sadiki, c'est les 2 joueurs qui ont le plus couru en ce début de saison en Première Ligue. Donc ça va pulser, c'est une équipe qui va défendre, qui va essayer de sortir, qui va mettre 100% d'intensité dans les duels, dans les seconds ballons, donc ce ne sera pas facile, mais le Arsenal qu'on voit depuis le début de la saison. Le talent va passer. Le talent, l'organisation, la capacité à défendre. On ne parvient même plus à cadrer un tir face à Arsenal. Non, c'est vrai, on va y venir. C'est un match intéressant, c'est vrai. On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Samedi à 18h30 sur Play Sport, par parenthèse, dans cette équipe de Sunderland. Bon, il y a un patron, on le connaît bien, très très bien. C'est Xhaka, ex-Arsenal. C'est le transfert de la saison du côté d'Arsenal, et je dirais presque... de Sunderland, et je dirais peut-être plus, c'est l'un des transferts les
plus réussis de Première Ligue. Rapport qualité-prix, c'est le meilleur, je pense. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Il a quand même gagné un titre avec Leverkusen aussi. Donc il est parti d'Arsenal, je pense, un petit peu pas content de partir à l'époque, je ne suis pas absolument sûr, mais on l'a fort critiqué cette année-là, notamment. Oui, mais la dernière saison était bonne, il a été critiqué pendant plusieurs saisons, il avait bien terminé, où il avait un rôle un peu plus offensif, et bon, finalement, il avait quand même quitté le club. Ouais. Donc c'est le leader sur le terrain et en dehors, il est considéré véritablement comme l'exemple. Ils l'ont pris parce que justement, ils avaient besoin d'un leader avec une équipe assez jeune et peu expérimenté. Il est le capitaine et Serge, il n'a pas encore jeté son brassard sur le terrain. Non, pas encore. Il est assez extraordinaire. C'est quand même une équipe qui est montée via les playoffs et qui a beaucoup changé durant l'été. Il y a 250 millions de transferts réalisés c'est 150 ou 250. En tout cas, ils ont beaucoup dépensé. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, Xhaka, Sadiki et tous les autres. Mais ils ont surtout un manager qui peut mettre une équipe en place. C'est Régis Lebris. Et ça, il faut quand même le souligner. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience du haut niveau. Non. Il a débarqué là à Sunderland. Franchement, on le connaissait à peine. Il avait entraîné à Lorient notamment. Et il fait des choses assez extraordinaires. C'est lui qui les a fait monter. Oui, tout à fait. Et puis, il y avait une telle envie. Moi, je me souviens d'avoir regardé des matchs en Championship. J'écoutais les commentateurs anglais qui disaient « Mais comment ça se fait que ce club soit toujours en Championship ? Il faut absolument remonter à cause de l'ambiance. » Qui est même tombé en Ligue 1 il y a quelques saisons. Donc, c'est plus de 7 saisons qui sont restées plus que ça. Oui. Donc, je crois que c'est 7 saisons, effectivement. C'était vraiment vécu par plusieurs personnes, même d'autres clubs, on disait mais Sunderland appartient à la Première Ligue. Oui, il y a une série aussi sur une plateforme de streaming qui montrait le désarroi et l'envie justement de relancer ce club parce qu'il y a quand même, c'est juste à côté de Newcastle, il y a une rivalité avec Newcastle, mais il y a une grosse base. Ils sont devant Newcastle maintenant. Pour le moment, ils sont devant, oui. Ça, c'est le derby le plus chaud d'Angleterre, je crois. Un des derbys. En tout cas. C'est l'équivalent vraiment de City United. Hein. Oui. C'est comme ça. Ça va être chaud. Je crois qu'ils se sont rencontrés il y a 2 ans en Cup, si je me souviens bien, et ça avait été chaud boulette quand même. Bon, Granit Xhaka, je ne sais pas si on a vu l'infographie, on peut la montrer. Ces matchs et oui, ces trophées, parce qu'il y en a eu du côté d'Arsenal cette saison et un fameux parcours quand même. Hein, c'est quand même l'un des joueurs qui a marqué aussi le club d'Arsenal par son talent, par son caractère aussi. Bon, il y a eu des soucis, des frasques, mais il y avait un peu une liaison amour-haine entre Xhaka et les supporters. Mais il y a un respect quand même sur son parcours. En général, il vaut mieux l'avoir dans son équipe. C'est vrai. Il a encore fait un très gros match face à Everton, mais vous avez raison. Alors moi j'avais noté, il a dépassé les 112 km en 10 matchs. Hein. Et ça... En fin de match, il y a le seul contre d'Everton, je pense, en deuxième mi-temps. Il est le seul, il a parcouru les 3/4 du terrain, il était dans le rectangle, il a empêché la passe décisive pour le 1-2 en faveur d'Everton. Il a encore à son âge quand même une énergie sur un terrain qui est incroyable. Ans, je crois. Oui, 33. Hein. Wow, quel joueur. Toujours capitaine de la Nati aussi, l'équipe nationale suisse. Bon, on a parlé de chacun, on a parlé aussi de l'entraîneur, vous avez raison de souligner. L'entraîneur, il a, comme vous dites, pas beaucoup d'expérience, il a longtemps travaillé avec les jeunes, et puis Lorient, et puis, mais c'est vrai qu'il fait un travail colossal. Et puis, il y a quand même 2 joueurs qui sont là-bas et qu'on a très très bien connus dans notre Pro League, dans notre championnat de Belgique. Noah Sadiki, formé à Anderlecht, passé à l'Union évidemment, et Shemsdine Talbi, ex-club de Bruges. Ils ont tous les 2 20 ans. Et on peut ajouter Adingra aussi. Adingra, oui. Oui, c'est vrai. Aussi. Donc c'est intéressant. Bon, Sadiki, il a choisi le Congo et Talbi, il a choisi le Maroc pour l'équipe nationale. Sadiki, c'est quasiment 100% de temps de jeu pour une... Oui, sous le terrain avec Xhaka, justement, c'est sa bataille ferme. Hein. Ça galope. Très, très dur. Ça galope. Donc ça, c'est pour une équipe qui vient de Championship. Il faut évidemment ça. Et des joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière, hein, je le répète. Il y a quand même un groupe qui s'est reformé, une équipe qui s'est recomposée. Il y a 5-6 nouveaux joueurs à chaque fois dans le 11 de base, et pourtant, il y a une homogénéité quand même très impressionnante. Et ce n'est pas un hasard s'ils sont 4e au classement. Il faut voir si dans la durée, ils vont tenir, évidemment. Ils ne tiendront pas cette position-là, mais ils ont l'équipe, je pense, pour faire le milieu de classement en fin de saison. Voilà. Ils sont déjà presque sauvés. Hein. Ils ont déjà 50% des points pour sauver. Donc c'est l'objectif quand même du début de saison. Quand vous êtes une équipe qui monte et qui, après 10 matchs, se dit on est quasiment sauvé,
ils peuvent jouer libérés, etc. Et donc voilà. Enfin bon, on verra, mais ce sera un déplacement difficile pour Arsenal, dont on va parler évidemment maintenant. Enfin, difficile, mais vous l'avez dit, jouable parce que c'est Arsenal. En tête du classement, bien entendu, saison exceptionnelle. On va citer quand même, on va reciter les chiffres, ou des chiffres qui sont hallucinants. Il y a une victoire 0-3 au Slavia Prague hier en Ligue des Champions. 12 sur 12 en Ligue des Champions. Aucun but encaissé en Ligue des Champions. 3 buts encaissés en 16 matchs, toutes compétitions confondues, et 8 clean sheets d'affilée. Est-ce qu'on rêve, Serge? C'est exceptionnel, ça. Oui, c'est qu'un début de saison. Mais quand même, oui, enfin, ça fait 10 matchs quand même. Ouais. On a l'impression un peu d'être revenu aussi au Arsenal de George Graham, hein, d'où vient ce fameux chant « 1-0 to the Arsenal ». Donc, on le disait, je crois qu'il y a 5 matchs cette saison où une des deux équipes n'a pas réussi à cadrer un match. Et dans ces 5 matchs, il y a 3 fois Arsenal. Donc c'est même compliqué de cadrer un tir. Oui. Impressionnant. Oui, bien sûr, c'est impressionnant. Parce qu'on parle beaucoup du Bayern en fait en Europe. On entend Bayern à juste titre. Oui. Arsenal, c'est pas loin derrière. Hein. Ils sont tous les deux en tête de la Ligue des Champions. Enfin, avant les matchs ce soir, mais c'est quand même très impressionnant. Et on a quand même un peu l'impression que c'est l'aboutissement d'un travail. Arteta, on sait combien il a été critiqué. Il a atteint vraiment le sommet. On a cru qu'il allait passer au-dessus de City et de Liverpool. Ça ne s'est jamais produit, mais à très peu de choses. De nouveau des critiques. Et aujourd'hui, plus personne n'ose critiquer Arteta. Pour l'instant, c'est normal parce que tout réussit. On ne critique pas une équipe. Bien sûr. Donc voilà, c'est peut-être l'aboutissement de son travail. Et, il n'est pas plus souriant à l'interview pour autant, je crois, mais bon. Non, parce qu'il sait très bien que c'est pas maintenant que ça se passe. Ce sera au mois de mars. Et à chaque fois, Arsenal a connu une période difficile à partir du mois de mars. Et en plus, ils ont perdu contre Liverpool quand même. Donc ça, c'est déjà fait. Ils sont quand même largement devant. Le coup franc de Szoboszlai, c'est ça. Bon, ça fait des semaines qu'on parle d'Arsenal et qu'on parle de l'aspect défensif de cette équipe d'Arsenal, à juste titre. Hein, on l'a dit, 3 buts encaissés en 16 matchs, toutes compétitions confondues, mais il faut parler de l'attaque aussi. Non, parce que là aussi, quand même, ça tourne à plein régime. Cette attaque d'Arsenal, on va le voir. 9 buteurs sur les 11 derniers matchs d'Arsenal en Premier League. C'est quand même aussi le signe d'une bonne santé offensive. Tout le monde marque, ou presque. Bonne santé, mauvaise santé, parce qu'il manque quand même Havertz, il manque Odegaard. Gyökeres s'est blessé, là, il est sorti le week-end dernier, donc on ne sait pas s'il va bientôt revenir. Madueke n'est pas là non plus, et pourtant ils sont là. Il y a des joueurs qui sont là pour marquer. Alan Shearer, qui est quand même une référence en termes d'analyste en Angleterre, a dit « Je ne vois pas la moindre faiblesse dans cette équipe ». Et les deux toutes bonnes surprises, je trouve, c'est Zubimendi et Merino. Sur 2 saisons. Aujourd'hui, ils sont devenus quand même, surtout Zubimendi. Merino, il marquait déjà. Il a encore marqué les saisons passées. Hein. Il peut jouer, il peut être neuf aussi. Donc, cette équipe est quand même solide. On a parlé il n'y a pas longtemps de City. On reparlera de City un petit peu plus tard dans l'émission. On parlait d'une Haaland dépendance. Ici, c'est l'inverse. Hein. Ici, il n'y a pas de dépendance, effectivement. Saka a été blessé en début de saison. Ça ne s'est pas trop vu non plus. Donc, je pense que Arsenal a tiré les leçons des saisons précédentes. Mais ce sera encore une fois le mois de mars qui sera décisif. Mais je pense qu'il y a un noyau maintenant pour pouvoir justement éviter les grosses chutes pendant la saison. Et alors, les arrières latéraux dont l'apport offensif est quand même assez remarquable aussi, Calafiori à gauche, Timber à droite. Au niveau des tirs au but, au niveau des touches dans le rectangle adverse, ce sont presque des stats d'attaquants, ça. Je les ai sous les yeux. Celui qui a le plus tiré au but, c'est Gyökeres avec 20 tirs au but. Calafiori en a tiré 18 fois au but. Pour un arrière-gauche, c'est quand même assez exceptionnel. Les touches aussi dans le rectangle, etc. etc. Ça a changé, ils sont plus offensifs qu'avant. Voilà. Donc, est-ce que ça fait partie aussi de l'ensemble? Après, il y a Ben White maintenant qui est sur le banc. Lewis Kelly a beaucoup joué arrière gauche aussi, ne joue plus trop pour le moment. Je pense que Arteta a trouvé maintenant les 2 arrières latéraux qui peuvent permettre aussi de faire la différence au niveau offensif. Oui. Et là aussi, c'est intéressant par rapport à une autre équipe, Liverpool, dont on parle beaucoup des arrières latéraux depuis le début de la saison. Donc là, ici, c'est top. Là-bas, c'est la référence était Liverpool jusqu'à la saison passée. Ah oui, mais plus, mais là, plus c'est maintenant. Vrai que c'est un petit peu changé. Donc la référence, pour l'instant, en tout cas, certainement, il y a beaucoup de références du côté d'Arsenal depuis le début de la saison. Bon, Arsenal, champion, vous persistez.
Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui... Favoris, en tout cas, au titre, oui. Dans cette opinion, bien sûr. Mais la saison est encore longue, on est au quart de la saison. Je sais, vous avez raison, effectivement. Bon, on verra. Arsenal champion, c'est pour plus tard. Toujours est-il que les deux plus proches poursuivants d'Arsenal s'affrontent ce week-end, c'est-à-dire Manchester City qui est à 6 points et Liverpool qui est à 7 points. D'où l'enjeu de ce match et la question qui pour s'accrocher aux Gunners? That is the question of the game. Open question, yes. Question ouverte, parce que c'est deux équipes qui ont eu quand même des hauts et des bas depuis le début de la saison. Alors il reste sur une victoire, c'est vrai, en tout cas en championnat. On a vu Liverpool aussi gagner face au Real Madrid. City joue ce mercredi soir. Ça va être intéressant. Attention que Manchester City à domicile, c'est 9 victoires sur les 10 derniers matchs de championnat. Donc un petit avantage sans doute pour les Citizens à domicile, mais ça va être très ouvert quand même. Ouais, c'était une équipe qui a passé une très mauvaise saison et qui a mieux débuté cette saison-ci dans toutes les compétitions. Je crois que dans tous les secteurs du jeu, ça va mieux, même si ce n'est pas encore parfait. Côté de Liverpool, c'est un peu la mauvaise surprise, à savoir qu'on ne s'attendait pas du tout à ce creux. Maintenant, est-ce que c'est un creux pendant un mois, un peu plus, ou c'est simplement l'indication d'un mal plus profond? Je pense que ces deux clubs seront à la poursuite d'Arsenal. Qui sera deuxième, qui sera troisième, je ne sais pas. Mais ils seront là tous les deux, je pense. On va parler de Liverpool dans un instant, mais à propos de City, donc victoire 3-1 contre Bournemouth. 2 nouveaux buts d'Haaland, évidemment, mais 2 assists de Cherki. C'est un joueur qui a énormément de talent. Il a été déterminant dans ce match. Depuis son arrivée à City, on entend parfois le nouveau De Bruyne. Il ne faut pas aller trop vite. Non, mais c'est les 2 assists qu'il donne dans le dernier match. Ça sent un peu le De Bruyne. Alors, une chose quand même, défendre avec autant de naïveté que Bournemouth, qui a mis une ligne défensive quasiment dans la moitié terrain adverse, quand on a un Haaland qui, quand il part au but, est difficile à rattraper. Quand on le voit partir, je mets ça quand même entre guillemets, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à De Bruyne. Ce n'est pas le nouveau De Bruyne, mais il peut prendre quand même la place qu'a laissé vacante De Bruyne en quittant le club, parce que c'est un joueur qui a énormément de talent. On peut même dire que c'est un surdoué. On se posait la question, va-t-il pouvoir s'adapter aux exigences tactiques, physiques, et même sur la régularité d'une compétition comme la Première Ligue? Pour le moment, c'est plutôt intéressant. Quand même. Ça semble être le cas. C'est vrai qu'avant, on le voyait très fort dans tout ce qui était technique, en 1 contre 1, passer. À City, on n'aime pas trop faire ça quand même. Donc, pour être un nouveau De Bruyne, il faut penser avant tout à donner des ballons comme il le fait maintenant. Ça, c'est bien, mais il s'est bien adapté. Donc, il a utilisé son talent, des ballons en première intention et plutôt dans la verticalité. C'est un peu à l'inverse de ce qu'a fait. Et chercher cette fameuse zone de centre préférentiel qui était tellement utilisée par City par le passé, beaucoup moins la saison dernière. Ça, c'est un joueur qui peut être très utile, mais il doit aller dans ces espaces-là aussi. Voilà, il doit s'adapter à l'équipe. C'est précisément ce que dit Pep Guardiola lorsqu'il parle de Cherki, qu'il trouve un joueur exceptionnel aussi, bien entendu. On écoute Pep. Ryan is one of the huge talents I ever seen in my career, technically and individually. Is top. Not all the time has to play like make the exceptional things. Has to play just football, but have something, the pass from Merlin in the last moments, or the many things can do. And he's a guy I like a lot is the fact that he doesn't feel the pressure and he always want to play the ball. It's like a street player. Give me the ball. It doesn't matter. Don't feel that always. He's grumpy when give me the ball, and he doesn't get the ball. You know that. But it's a short time here, and I think I need a little bit time because football is not just that. It's about how you move offensive, defensive with your mates. Oui, le talent ne suffit pas. Cela dit, il n'a pas encore beaucoup joué en Première Ligue. Je crois que c'est 163 minutes. Il était blessé aussi. Il a été blessé pendant quelques semaines. Pep doit le façonner encore un petit peu alors. Oui, bien sûr. Il doit... Comme il l'avait fait avec De Bruyne, par exemple, aussi. Oui, le faire devenir un instrument de sa manière d'aborder les matchs de football, qui ne plaît pas toujours à tout le monde, mais enfin, qui a montré quand même pendant de nombreuses années son efficacité. Cherki est quand même un joueur qui peut rentrer dans ce schéma-là et devenir un des joueurs importants de City, oui, je pense. City qui joue ce mercredi soir face à Dortmund en Ligue des Champions. 7/9 pour City, puisqu'il y a eu un partage à Monaco. Bien, on passe à Liverpool, et pour parler des Reds, et on va accueillir un ami supporter de Liverpool, c'est Pascal Spiesen. Salut Pascal, merci de passer chez nous.
tout va bien? Tout va très bien. Tout va beaucoup mieux. Tout va beaucoup mieux, oui, surtout depuis hier soir. Voilà, supporter de Liverpool depuis combien de temps? Oh, écoute, depuis l'adolescence, en fait. Depuis l'adolescence, quand on jouait au football, le football anglais, on commençait un peu à le voir à la télé. Mon père me parlait souvent de la grande équipe de Liverpool qui a dominé un peu l'Europe dans les années 70. Voilà, donc c'est une équipe que j'ai toujours suivie, que j'ai toujours aimée, et depuis maintenant quelques années, j'ai la chance de faire partie du fan club officiel et de pouvoir les voir, les applaudir à Anfield et un peu partout en Europe en Ligue des Champions. Tu es liégeois, supporter de Liverpool et du Standard. Donc toi, c'est le rouge. Le rouge. C'est le rouge, oui. Il y a qu'une couleur dans ta vie, c'est le rouge. On peut pas dire ça, mais c'est vrai que c'est le rouge, oui. Le rouge de ma région liégeoise et le rouge de la Mersey. C'est un peu deux clubs qui peuvent se ressembler. C'est des régions industrielles, des clubs qui ont un cœur, qui ont une ambiance. Donc, ouais, ça peut être légitime la filiation entre ces deux clubs. Je vais te citer un autre club qui joue en rouge et blanc, c'est Monaco. Mais c'est pas la même philosophie alors. C'est pas le même contexte que Liverpool. Non, c'est pas la même philosophie, non. Clairement, c'est un club qui mérite évidemment le respect. Ok, bon, c'est pas le même rouge, de toute façon. C'est pas le même rouge. C'est pas le même rouge. Non. Bon, tu as vécu une belle soirée hier avec Liverpool face au Real. J'imagine que ça fait du bien, que c'est un soulagement. Comment tu as vécu les premières semaines de compétition, les premiers mois qui ont été extraordinaires, et alors cette sorte de résurrection face au Real? Oui, ici, début de saison, voilà, le statut de champion d'Angleterre, un gros mercato aussi qui a fait beaucoup jaser évidemment en Angleterre vu les dépenses, donc des nouveaux joueurs, Slot qui reprend vraiment une saison où on a oublié, on n'oubliera jamais, mais l'héritage de Jürgen Klopp. Donc voilà, quelques matchs intéressants, des victoires, pas toujours évidentes, je pense notamment à Newcastle. Et puis alors ce creux qui est arrivé, 6 défaites en 7 matchs, toutes compétitions confondues, on ne comprend pas. Des joueurs pas toujours à leur niveau. Et hier, on a retrouvé Liverpool, on a retrouvé ce qui faisait cette équipe, de l'agressivité, un milieu de terrain combatif. Vous en parliez justement avant, le match des deux backs a été assez impressionnant. Robertson à gauche, Conor Bradley surtout à droite, parce qu'on a peu vu Vinicius. Et on a retrouvé le Liverpool qu'on aime, le Liverpool qu'on doit voir à tous les niveaux. Voilà, maintenant, résurrection, d'accord, un match exceptionnel en Ligue des Champions. Maintenant, il faut enchaîner, donc le match contre Manchester City arrive ce week-end. Donc, un match qui sera ouvert, je joue à Serge, coude à coude dans le top 4, et surtout ne pas laisser filer Arsenal, qui est dans une forme étincelante. Et je pense qu'on peut quand même dire que c'est la meilleure équipe européenne avec le Bayern Munich actuellement. Exact. Bon, Serge, Phil, vous avez vu le match évidemment d'hier, victoire 1-0. Si Courtois n'est pas là, l'addition est plus lourde. Il y a eu un Szoboszlai aussi très beau. Enfin voilà, c'était un autre Liverpool également. Oui, et puis un McAllister qui marque, qui était un peu en délicatesse avec à la fois ses sélections, je trouve. Je ne comprends pas très bien pourquoi il n'a pas eu autant de temps de jeu que d'habitude, mais il y avait le problème d'intégrer les nouveaux. Je pense à Liverpool qui a joué un gros rôle dans les mauvais résultats. Il a changé sa disposition. Ça n'a pas toujours... Szoboszlai notamment, il doit jouer dans cet entrejeu avec un McAllister. C'est quand même très fort, des deux joueurs comme ça. Ben voilà, il y a d'autres joueurs à intégrer. Peut-être que maintenant, il doit se mettre en position, comme on dit, sa position latérale de sécurité. Et ça marche. C'est un peu ça. Il est revenu à ce qui faisait la force de Liverpool la saison dernière. Serge. Moi, je pense qu'il est revenu à des valeurs sûres. C'est vrai que les transferts ont un petit peu chamboulé l'équipe. Il est revenu avec Robertson côté gauche. On l'a déjà dit dans les autres émissions, Kerkez, c'est quand même pas encore tout à fait adapté à cette équipe. Robertson à gauche, Bradley prouve maintenant qu'il peut être l'arrière droit de cette équipe. L'entrejeu. Et puis l'entrejeu, pouvoir reformer le trio Gravenberch, McAllister et Szoboszlai, ça fait quand même la différence. Et puis Ekitike est quand même meilleur que Isak, qui n'a pas fait de préparation, qui est blessé maintenant depuis quelques semaines. Donc je pense qu'il faut faire confiance à Ekitike, laisser à Isak le temps
de revenir de blessure, de retrouver un petit peu sa forme. Voilà, je pense que c'est compliqué pour lui. C'est la bonne formule. Alors il reste encore Wirtz qui joue un peu plus décalé, qui a plus trop ce rôle de numéro 10. Je pense que c'est mieux aussi pour lui. Donc Slot a quand même réagi par rapport à cette période difficile. Il a vécu des semaines compliquées, évidemment, comme tout entraîneur dont l'équipe ne gagne plus. Arne Slot, hier satisfait, évidemment. On va l'écouter, petit morceau d'interview de la conférence de presse d'hier soir. Impressive, because we played against an incredible side, team that's in an unbelievable run of form. Only lost once, won all the other games. So yeah, if you then can win against them, but also with the performance we had, that's very positive. But apart from everything, we can say we beat them because of a set piece. So it's nicer to talk about this if you win, because if you lose, people come up with that I try to find excuses. But a positive set piece balance is the minimum you need to get a result 9 out of 10 times, and that's what we had today. Ça, c'est une petite pique quand même par rapport aux critiques qu'il a reçues, par rapport aux phases arrêtées, etc., notamment face à Brentford, Arne Slot. C'est de bonne guerre. Hein. Il faut pouvoir prendre et il faut pouvoir remettre aussi. C'est un Néerlandais, il a toujours un petit peu le... Hein, oui, puis quand on gagne contre le Real Madrid, je pense on peut tout dire. On peut tout dire. Hein. On a toujours raison. Non, et puis Aston Villa et puis Real Madrid, avant d'aller à City, je pense que ça gonfle City, quand même le moral. Ça ira. Je pense qu'à la prochaine interview, il pourra faire quelques piques en plus. Oui, effectivement. Pascal, tu en penses quoi, toi, d'Arne Slot, mis sur un piédestal, évidemment, la saison dernière. Maintenant, c'est plus compliqué. Quel est ton ressenti par rapport au personnage ou par rapport à sa manière de travailler, tout simplement? Le personnage, vous l'avez bien dit, c'est l'école hollandaise. Hein, on sait bien, il y a toujours une certaine forme d'arrogance. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que Liverpool n'achète jamais un chat dans un sac. Donc, il y avait la succession de Jürgen Klopp. Slot fait du très bon travail au Feyenoord. Oui, la saison dernière inespérée, parce qu'on n'attendait vraiment pas le titre. Première saison, on est champion. Ça n'a pas été facile, c'est un marathon, hein, on en a parlé aussi. Hein. Et ici, sa façon de travailler, c'est différent de Jürgen Klopp. On voit bien que c'est un jeu un peu plus patient. Hein. On l'a beaucoup vu la saison dernière, on attend un peu plus, on joue en contre. Maintenant, ici, il y a un peu quelques choix discutables sur des sélections ou sur de la tactique. Mais je pense qu'on a confiance en lui. Et comme tout bon Hollandais, c'est quelqu'un qui a la confiance. Et avec un noyau pareil, à un moment donné, le travail va porter ses fruits. On va retrouver vraiment le Liverpool conquérant qu'on a connu. Est-ce que ce sera suffisant pour aller rechercher Arsenal? Parce que comme on vient de le dire, c'est très fort pour le moment. Maintenant, on connaît un peu toujours leur petit passage à vide, hein. Mais je pense qu'ils ont peut-être appris de leurs erreurs et du passé. Et j'ai l'impression qu'il va falloir cravacher, mais toute confiance en Arne Slot. Ok. Bon, victoire hier contre le Real Madrid et victoire évidemment le week-end passé, 2-0. Oui. Il faut revenir. Oui, il faut revenir là-dessus aussi. Je dirais que c'est une victoire qui est quand même tombée au bon moment. Juste avant de recevoir le Real Madrid, pour retrouver quand même un petit peu de confiance. Alors, on va retrouver Arne Slot. Après la victoire contre Villa, il avait été fortement critiqué. Il y a eu parfois des petites polémiques, etc. Et vous allez voir finalement qu'après la première victoire de la semaine dernière face à Aston Villa, eh bien, on a retrouvé un Slot plus détendu, évidemment. Écoutez. And here is a smiling Arne Slot now. Hello. Congratulations. Congratulations. Thank you. Arne, this is your first time meeting Stephen, I believe. Yeah, I think it is. I did invite him already a few, not directly, but indirectly. For him to come to the training ground, but I'll be there tomorrow. Yeah. I'm sure you will be. To join in or just to watch? Maybe in other games we've created more chances than we did today, but. It wasn't the first time, by the way, that we created a chance by a high press. And, a mistake from them gave us the lead. And second half, another goal, a clean sheet. Like I said, we were ready for it today, I think. 2 victoires à domicile.
Voilà, je ne sais pas si ça suffit pour se relancer. C'est vrai aussi, il a souvent répété que Liverpool précédemment, dans ses défaites, avait beaucoup joué à l'extérieur et dans des matchs compliqués. Hein. Oui, mais là, il y a deux victoires, certes à domicile, mais sans encaisser, et contre deux équipes en forme. Alors, Aston Villa, c'est peut-être pas le même niveau que le Real Madrid, mais enfin, après un départ difficile, il faisait vraiment un sacré parcours. Donc ça, je crois que ça les met vraiment dans une bonne situation. Et ça lui a permis aussi, sans doute, de régler quelques petits choix au niveau de la composition. Maintenant, il doit se tenir à l'équipe qui gagne, je pense. Oui, rester avec ce trio de milieu de terrain qui, pour moi, est le meilleur possible à aligner. Gravenberch, Szoboszlai et McAllister, il n'y a pas mieux, je pense. Non, je pense qu'il y a peut-être à l'Arsenal, mais c'est pas le même genre de joueur non plus. Et puis c'est un boost quand même aussi, gagner contre le Real Madrid. Oui, c'est une manière de retrouver le calme après quand même une tempête et toutes ces défaites. Donc, ça Parce qu'à un moment donné, alors ce sera peut-être le cas, on pouvait se poser la question, est-ce que Liverpool n'est pas en train de vivre une saison à la Manchester City de la saison dernière? Parce que c'est un peu le même profil de saison, début de saison réussi, et puis bouf, il faut... Mais ça n'a déjà pas duré aussi longtemps. Non, City, ça a été beaucoup plus long. Bon, dans ce match-là, face à Aston Villa, Salah a marqué son 250e but sous le maillot de Liverpool. C'est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est une infographie avec le nombre de matchs qu'il a fallu au buteur qui arrive à 250 buts. Ouais. Voilà. Il est en bonne compagnie. Hein. Oui, d'office. C'est quand même assez impressionnant comme liste. Oui. Et voilà, il est pas le plus rapide, mais je pense qu'il peut encore marquer quelques-uns. Il était aussi un peu en crise de confiance suite à tous les aménagements dans l'équipe. Là, on l'a retrouvé aussi beaucoup plus performant. Et un Salah en confiance et qui a envie de jouer, ça c'est quand même un 11,5 dans l'équipe. Quoi. Évidemment. Pascal, Salah, que dire de Salah? J'imagine que, comme tous les supporters de Liverpool, c'est un monument. C'est quelqu'un que tu adores. Comment tu expliques le fait qu'il soit passé un petit peu à travers comme ça pendant pas mal de semaines? Pas mal de semaines, et je dirais même déjà la saison dernière, fin de saison dernière, ce qui explique que, je trouve aussi, quand il est rentré blessé de la CAN, on voit que son niveau en a pris un coup. Maintenant, Salah reste un joueur exceptionnel qui peut décider d'un match à lui tout seul. Mais je suis assez d'accord que je pense qu'il y a une petite crise de confiance. Mais voilà, Salah reste Salah. Ça reste un joueur qui peut décider d'un match sur un assist tranchant, sur un but. On a vu déjà un regain de forme, déjà son 250e but contre Aston Villa depuis 2017. Il a marqué contre Watford. Voilà, mais on va retrouver le Mohamed Salah qu'on connaît toujours. Maintenant, c'est clair qu'il n'a peut-être plus sa vitesse, mais il a toujours ce coup de patte magique, ce pied gauche fantastique qui peut encore faire des ravages et apporter énormément à Liverpool. On est d'accord là-dessus. Lors du match contre Aston Villa, on a quand même pointé aussi Gravenberch. Parce qu'il faut quand même parler de Gravenberch aussi. Il a été blessé, il est revenu. Il a un apport quand même assez exceptionnel. Et ces stats-là que vous voyez affichées sont quand même impressionnantes. Il a marqué 3 buts et donné 2 assists. Et à chaque fois qu'il a marqué ou donné un assist, l'équipe a gagné. Et à chaque fois, ces buts et assists, ou quasiment, ont valu des points, ont rapporté des points. Alors Salah, c'est la star de l'équipe. Avec des stats quand même incroyables. L'année passée, c'est des stats incroyables. Mais Gravenberch, peut-être le joueur le plus important de l'équipe. Oui, sans doute. C'est le bosseur, c'est la charnière. Il rend les autres meilleurs. C'est ce qu'on attend d'un milieu à caractère défensif. Ou même, lui, il est un peu les deux aussi. Moi, il me fait parfois penser à Xabi Alonso au Real dans le temps, avec toute cette capacité à récupérer, mais aussi cette capacité à construire, voire à marquer des buts et à être présent dans le rectangle adverse. L'intelligence. Et l'intelligence de jeu. C'est un joueur exceptionnel, je pense. Là, on en revient toujours à cet entrejeu Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, dont on a parlé déjà plusieurs fois dans cette émission. Un dernier mot, le trio, là, Pascal, le trio dans l'entrejeu, c'est vraiment celui que tu veux voir toutes les semaines? Mais clairement, c'est le milieu de terrain qui donne le titre. Et effectivement, Ryan Gravenberch est un joueur fantastique. Et ça, c'est aussi le travail d'Arne Slot, qui l'a repositionné aussi la saison dernière. On ne l'attendait pas forcément comme titulaire. Il vient du Bayern. Klopp, il n'a pas énormément joué. Il n'était pas tout à fait un titulaire. Et là, Slot l'a fait complètement exploser avec tout le talent qu'on lui connaît. Un peu plus en numéro 6. Et
comme Serge l'a bien dit aussi, il peut jouer aussi, il a des qualités offensives, mais c'est un joueur primordial, et aussi le retour d'Alexis McAllister. Il a eu une préparation un peu chahutée, c'est pour ça qu'il n'a pas énormément joué. Début de saison, il n'était pas encore prêt. On l'a quand même vu contre Aston Villa, il a rendu ce côté un peu agressif, cette grinta au milieu du terrain, et je crois que ça, au niveau du collectif, ça a vraiment fait du bien, et il nous délivre hier, voilà, un coup de tête rageur contre notre Thibaut Courtois qui arrête encore tout. On serait cru le remake de la finale à Paris où il a tout arrêté, où il peut dégoûter plus d'un attaquant. Voilà, donc un joueur essentiel, et c'est ce trio au milieu de terrain qui doit jouer chaque semaine. Merci Pascal, on va te laisser vaquer à tes occupations parce que tu as fait une petite pause pour parler avec nous. Dernière question, entre un match à Anfield et un match à Sclessin, This is Anfield ou This is Sclessin, vous choisissez quoi? Tu choisis quoi? Oh, This is Anfield. This is Anfield, il faut le voir pour le croire. Voilà, depuis tant d'années. Les deux équipes, je t'interromps. Il y a la ferveur des supporters, des Scousers, qui est phénoménale. Les deux équipes se sont affrontées, hein? Bon, il y a quoi? Il y a 15 ans? Oui, il y a une quinzaine d'années? D'ailleurs, les supporters du Standard ont eu le respect des supporters de Liverpool. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ces deux clubs qui sont similaires. Banlieue industrielle, voilà, du cœur, voilà, c'est pas le Paris Saint-Germain ni Monaco, voilà, c'est des clubs Dortmund, un club similaire, des clubs qui se comprennent, et pour ça que les supporters se comprennent entre eux. Ils s'étaient affrontés, je pense, en tour préliminaire de la Ligue des Champions, et c'est Liverpool qui était passé aux prolongations. Après. Voilà, tout près. Bon, ben voilà. Merci en tout cas, Pascal. Ben écoute, on te recontacte très bientôt. Merci. Pour de nouveaux commentaires, en espérant que cette équipe de Liverpool à laquelle tu tiens puisse poursuivre sa saison avec moins de problèmes. À très bientôt, Pascal. Voilà, c'était sympa. C'est toujours sympa d'avoir l'avis de quelqu'un qui... Nous, on est des journalistes, donc en principe, on est neutre, mais quand on vit vraiment ça avec ses tripes, c'est bien. Il y a l'affectivité qui joue beaucoup, et c'est vrai que nous, on a un devoir de neutralité. De réserve. De réserve, on va dire, ok. Mais pour eux, mais je trouve ça très bien d'avoir aussi un avis construit, réaliste par rapport... Pas tous les supporters ne sont pas comme ça non plus. C'est parfois difficile. Ils peuvent avoir un avis critique sur leur club aussi. Exactement, et ça c'est très bien. Ok. Bien, allez, on termine ce chapitre anglais avec les matchs qui sont diffusés sur Play Sports ce week-end. Donc Tottenham United, on a déjà parlé un tout petit peu de ça. West Ham face à Burnley, là on est plutôt dans le bas du classement. Sunderland Arsenal, on en a parlé. Chelsea face à Wolverhampton. La cata. Villa, Bournemouth, pas mal. Palace Brighton, pas mal non plus. Et puis le choc évidemment entre Manchester City et Liverpool dimanche à 17h25. On en vient maintenant à l'Allemagne. Le Bayern évidemment est inaccessible. Donc on va parler des poursuivants tout simplement du Bayern. L'un des poursuivants c'est Dortmund qui est 3e. Dortmund qui va à Hambourg. Hambourg qui est 13e. Alors... est-ce que ce déplacement à Hambourg sera une formalité pour le Borussia Dortmund, vu la position des deux équipes au classement? Attention, Dortmund va à City ce soir. Ouais. Une formalité, non, je ne pense pas, parce que d'abord, Hambourg, c'est un déplacement un peu historique aussi. Ce n'est pas le grand Hambourg, bien sûr, qui joue actuellement. Ouais. Mais enfin, il ne faut pas des si mauvais matchs que ça. Alors, leur problème, c'est de ne pas marquer. C'est la moins bonne attaque, je pense, de la Bundesliga. Oui. On va le voir d'ailleurs à l'antenne. Ils n'encaissent pas trop. Et puis, d'un autre côté, Dortmund, ils n'ont qu'une défaite, je pense, face au Bayern. Face au Bayern. Donc, ils font une bonne saison, mais ils gagnent quand même parfois un peu de justesse aussi. Donc, je pense qu'il y aura match, mais il y a de fortes chances quand même que ce soit le Borussia qui en sorte vainqueur à la fin. Vous avez parlé des difficultés de Hambourg qui reste sur 3 défaites d'affilée à Leipzig contre Wolfsburg et Heidenheim. Pire attaque de Bundesliga, 8 petits buts marqués en 9 matchs. Pire attaque avec Heidenheim et Saint-Pauli. Et puis 4 petits buteurs. Sambi Lokonga, 2 buts quand même. Et qui commence à jouer, à être titulaire régulièrement. Donc ça, c'est une bonne chose pour lui. Je pense qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe. Maintenant... c'est sûr que quand on monte, c'est compliqué. Bon, on a vu Sunderland, ça n'allait pas forcément pour tout le monde. Je pense qu'Hambourg a les moyens de se maintenir, mais ils vont quand même devoir lutter pendant toute la saison, je pense, pour se maintenir. Quoi. Ils ont été 7 ans en 2e division. Ouais, il y a eu des années de galère. Comme Sunderland. Oui. Quoi. Or, oui, c'est quand même un club
historique. Vous vous souvenez, quand ils étaient encore en Bundesliga, il y avait dans le stade cette horloge qui indiquait qu'ils étaient depuis, je sais pas, 50 ans en Bundesliga, qui n'étaient jamais descendus. Ils n'étaient jamais descendus. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Ils sont passés, à autre chose. Ils ont changé de... Il n'y avait pas que, et le Bayern n'était jamais descendu. Oui, mais ils ne mettent pas ça dans leur stade. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'était une fierté de Hambourg. Et puis voilà, il y a eu quand même ces 7 ans de malheur. Champion d'Europe en 83 aussi, quand même. Voilà, pour ceux qui remontent un peu. Et puis un stade face à Anderlecht dans les années 70. Exact aussi, oui. Un stade aussi, un public exceptionnel. Bon, ben voilà, ils sont en difficulté. On verra bien s'ils parviendront à remonter un petit peu la pente. Et une ville de football, pas que Hambourg. Hein. C'est vraiment une ville de football. Saint-Pauli aussi. Saint-Pauli aussi, c'est vrai qu'il est dans le coin. Dortmund, on a dit, est troisième. C'est une équipe qui est assez paradoxale parce qu'on a observé un petit peu les chiffres, les stats de cette équipe en Bundesliga et en Champions League. C'est le jour et la nuit. Bundesliga, attaque très moyenne, super défense. Ligue des Champions, c'est l'inverse. Très bonne attaque, la deuxième. Très mauvaise défense. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? C'est un club schizophrénique. C'est un peu ça. Oui, après, en Ligue des Champions, c'est quand même toujours des adversaires très différents qu'on rencontre. Je ne me souviens pas des adversaires qu'ils ont rencontrés. Mais avec ce nouveau système, on peut jouer contre des équipes très, très curieuses par rapport au niveau de la Bundesliga. C'est ça qui peut jouer aussi. Ils ont été mettre 4 buts à Copenhague, ils ont mis 4 buts contre l'Athletic Bilbao. Ils ont marqué 4 buts dans tous les matchs de Ligue des Champions. Oui. Ils en ont joué 3. La Juve aussi. Hein. Oui, c'est ça, 4-4. La Juve, 4-4. Voilà. Il faut quand même, donc si vous voulez voir un chouette match de Ligue des Champions, regardez Dortmund. Voilà. Ne regardez pas Dortmund en Bundesliga, mais regardez... City Dortmund, ça devrait être pas mal, effectivement, avec Haaland. Effectivement. Bon, c'est une équipe un petit peu paradoxale, qui a vécu un traumatisme. Je reviens souvent avec ça, ce fameux titre qui a échappé à Dortmund en 2023, lors de la dernière journée. Finalement, le Bayern, champion à la différence de but. Ouais, c'était une sacrée. C'était sur un coup franc, c'est ça, la dernière. Ils font 2-2 je crois qu'on était au commentaire Mainz. À l'époque, il me semble. Voilà, contre Mainz, ils font 2-2 alors qu'ils devaient gagner. Enfin bon, soit, et finalement, deuxième. Et puis cinquième, quatrième la saison passée. Il faudrait que ce club, quand même, aussi de Dortmund, qui est aussi un club de grande qualité en Allemagne, remonte un petit peu. L'homme clé, ou l'un des hommes clés du côté du Borussia Dortmund, et on va terminer quasiment l'émission avec ça, c'est Guirassy, évidemment. Ses stats sont quand même assez exceptionnels. Hein. L'attaquant guinéen qui est arrivé depuis 2024, c'est pas mal, hein. C'est même assez impressionnant aussi. Hein. Oui, c'est sûr qu'ils ont besoin aussi d'avoir un joueur sur lequel se reposer sur le plan offensif. C'est peut-être pas toujours encore évident en championnat pour l'instant. Ils ont une marge de sécurité dans leur match qui me semble encore un petit peu restreinte. Mais encore une fois, ils n'ont été battus que par le Bayern. Donc ça, c'est très, très encourageant. Et je pense que c'est une équipe en développement, en construction, et qu'elle est sur le bon chemin après avoir pris de nouveau un très mauvais départ, puisqu'ils ont changé de coach quasiment à la deuxième journée. Mais là, pour l'instant, on a stabilisé les choses. Je pense que Dortmund peut viser une deuxième place en Bundesliga et ça va être dur pour Hambourg ce week-end. Ouais. Oui, il est arrivé en 2024, c'est ça que je voulais dire. Guirassy, pour le reste, il est passé par Rennes, il est passé par Stuttgart, c'est de Stuttgart qu'il vient, et il a 29 ans. Il a percé assez tard, ce garçon-là. Hein. Ouais, Rennes, encore une fois, grand pourvoyeur de joueurs en Bundesliga, en Première Ligue. Pas club formateur, mais club qui va très bien chercher des bons joueurs et puis qui les revend très cher à des grands clubs. Ça ne les empêche pas d'être dans le creux pour l'instant de manière assez importante, y compris financièrement, ce qui est quand même bizarre. Mais bon, voilà, ça ne m'étonne pas que Guirassy, qui avait été choisi à la bonne époque de Rennes, soit un joueur qui est en train de se développer aussi. Je reviens vers ce que vous disiez. Kovac, l'entraîneur de Dortmund. Mais il est là depuis la saison passée, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Parce que vous avez dit, c'est Leverkusen qui a changé. Non, ils ont changé l'année passée, pardon. Il est arrivé en cours de saison dernière. Oui, je confonds. Pas de soucis ici pour la petite rectif. Bon, ben voilà, on espère que cette équipe de Dortmund, puisse... en fait, ce qu'on espère en Allemagne, et on n'a rien contre le Bayern, mais c'est qu'à un moment donné, on avait eu un espoir avec Leverkusen. On s'est dit, il va y avoir des vraies rivalités. Peut-être que Dortmund va venir se joindre à ça. Pourquoi pas Leipzig? Et on va avoir un... Ils sont tous là, mais quand même déjà à distance. Bayern a déjà battu tout le monde, sauf Francfort. Donc je pense que c'est déjà réglé. OK, c'est vrai que ce championnat d'Allemagne... file tout droit vers le Bayern Munich du côté de Dortmund. Encore un mot, Duranville, on l'a dit, toujours blessé, ça c'est dommage. C'est jusqu'en janvier. À la clavicule, encore quelques semaines, voire quelques mois, avant qu'il ne puisse retrouver les terrains.
Allez, voici le programme des matchs de Bundesliga sur PlaySport. On va commencer ce vendredi avec Brême-Wolfsburg, Union Berlin, Bayern. Ça, c'est déjà samedi. Gladbach-Cologne. Ce sont deux équipes qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Et Gladbach a gagné, enfin. Et Gladbach a gagné, effectivement. Important de le souligner. Francfort face à Mainz dimanche. Et puis, il y a aussi des matchs d'Europa League. N'oubliez pas l'Europa League. Ce sera ce jeudi sur vous Sport World. Phil, vous serez sur quel match? Real Betis-Lyon, un match intéressant. Serge? Sturm Graz, Nottingham Forest. Et moi, je serai sur Nice-Fribourg. C'est Jean-François Remy qui sera sur Rangers Roma. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle encore que cette émission, si vous la loupez le mercredi sur vous Sport World, vous pouvez la retrouver le jeudi, dès le jeudi matin sur le site internet Sudinfo. C'est important de vous le rappeler si vous voulez voir cette émission ou la revoir peut-être. C'est comme vous voulez, à partir du jeudi matin. Et puis les réseaux sociaux, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre bien entendu sur Facebook, Instagram et X. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine puisque c'est la trêve internationale. On se retrouvera donc tous ensemble d'ici 15 jours pour une nouvelle émission de PLB Club. Merci Serge. Merci Philippe. Merci Phil. Avec grand plaisir. Merci à vous tous évidemment d'avoir été fidèles à notre émission. Passez une belle fin de semaine et un bon week-end foot comme on dit d'habitude. À très bientôt. Bye bye.